Bonjour. L'hôtel Aliénor. L'hôtel Aliénor. Par là, l'hôtel Aliénor. L'hôtel Aliénor. C'est là-bas, c'est là-bas. Hein? Là-bas. Il est là. Vous prenez la route là. Ah ouais. Les voitures passent, les camions en bloc, Allô. les routiers n'a rien contre eux, mais la marchandise, elle n'a rien à faire sur la route aujourd'hui. On laisse la marchandise circuler, qu'on soit tous d'accord. Ça ne sert absolument à rien. Prenez bien l'exemple d'Olivier, qui a renversé hier, qui a passé de là, tout cela en train de regarder le café, de boire, de discuter, que vous voyez qu'il n'y a que 3 collègues qui sont là, 3 collègues là. Je ne suis pas le chef à personne. On est tous là ensemble, on est tous maîtres de soi-même. Si personne prend les initiatives, d'aller donner de la relève, on ne parle pas de prendre des initiatives de dire « Ouais, moi je bloque parce que j'ai envie de bloquer ». Parce que là, c'est pas la peine, c'est celui-là, il faut qu'il sorte du groupe, il n'a rien à faire. À moins que vous pensiez différemment, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Donc derrière, maintenant, toute la journée, pour ceux qui seront là demain, après-demain, qui seront avec nous dans le mouvement, on vous demande une chose, restez attentifs autour de vous. Si vous voyez que vous êtes trop... Bonjour. Bonjour. Vous étiez sur un des ronds-points, sur un point de... et c'est vous qui avez été heurté par le véhicule qui a pris la fuite. Oui. C'est ça, oui. Et vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Disons que de l'autre côté de rond-point, il a essayé de forcer, donc tout le monde a essayé de l'arrêter, mais bon, personne n'a réussi. Donc moi je me suis retrouvé de l'autre côté et j'ai fait 2 pas en arrière pour essayer de l'éviter, mais j'en ai pas assez fait, donc il m'a vraiment percuté. Donc après je suis tombé en arrière, après tout a été très vite et voilà. Il y a eu d'autres blessés sur Oui, il y a eu une personne avant moi, oui, qui a été blessée à la jambe, qui se trouvait justement de l'autre côté du rond-point. Et alors, il semblerait que le conducteur nie les faits, que c'était involontaire. Alors voilà, le conducteur ce matin niait toujours les faits, donc il était ni sous l'emprise de l'alcool, ni sous les stupéfiants. Mais bon, voilà, pour lui, il a rien fait, et voilà. Et dans l'ordre même d'idée, vous êtes sur les gilets jaunes, en fait, vous étiez là pour manifester sur... Tout à fait, et surtout pour soutenir les gilets jaunes, parce que c'est un ras-le-bol général. M. Macron fait du n'importe quoi. Même s'il voulait se déplacer jusqu'à Langon, je pense qu'on le recevrait. Mais bon, il ne le fera pas, parce qu'il est arrogant avec les Français, donc voilà. Après, il y a beaucoup de choses qui font que les Français sont agacés, donc c'est maintenant qu'il faut bouger et il faut surtout tenir et ne rien lâcher. Pour vous, c'est un mouvement citoyen ou un mouvement organisé? Citoyen, c'est tout le peuple qui se manifeste là. Il faut que tout le monde se dise que c'est pas que pour nous qu'on se bat, c'est pour les anciennes générations qui se sont battues pour nous et les futures générations qui vont arriver, ça va être très compliqué pour eux si on ne fait rien maintenant. Je vous remercie. Je vous en prie. Bonjour. Bonjour. Vous étiez sur le rond-point où a lieu le... J'étais sur le rond-point au moment où mon petit-neveu Olivier a eu son incident, son accident. Moi-même, je suis passé vraiment au ras de la catastrophe. Il y a eu plusieurs blessés. Il y a eu 2 blessés, mon neveu et une autre personne avant, une dame. Le conducteur, il dit que c'était accidentel, qu'à aucun moment il a voulu foncer sur les personnes. C'est ce qu'il dit à la gendarmerie. C'est ce qu'il dit à la gendarmerie, mais les dizaines, voire les centaines de personnes qui ont pu voir ce phénomène-là ont très bien vu que c'était un acte délibéré, quoi. Ils voulaient à tout prix foncer. Vous êtes sur ce mouvement contestataire, pourquoi? À cause de l'augmentation du prix du gasoil? Pas spécialement. À tout niveau, les taxes pour le gasoil, les taxes pour ci, les taxes pour ça, pour les retraités aussi, parce que moi-même je vais bientôt y être. On nous taxe sans arrêt, on paye plus et on gagne moins. À un moment donné, c'est un ras-le-bol national. C'est pour vous, certains disent que c'est la France silencieuse qui est sortie, Tout à fait. Je pense que ce sont les Gaulois qui sont sortis de la caverne. Les Gaulois sont sortis de la caverne et c'est un mouvement citoyen.
Ça n'a rien à voir avec la politique ou quoi que ce soit, à mon niveau. Et la ministre Schiappa a dit qu'avec 5 000 euros, c'était difficile de terminer la fin du mois. Vous lui répondez quoi? Mais peut-être que pour elle, avec 5 000 euros, c'est difficile de finir la fin du mois. Mais moi, avec 1 000 euros, c'est encore beaucoup plus difficile. Hein. Et vous êtes prêt à tenir, à aller jusqu'au bout? Tout à fait. Ah, tout à fait. Et autour de vous, qu'est-ce qui se dit les gens qui sont avec vous autour de ce mouvement, c'est la même chose qu'ils disent? Ah, tout le monde est pareil. Tout le monde est pareil. Vous voyez encore un exemple, mon neveu qui a été touché hier, accidentellement, qui a fini à l'hôpital. Aujourd'hui, il est encore là. Et on va dire comme Renaud, on est debout, toujours debout, toujours vivant. Et si vous aviez un message à faire passer au ministre qui a dit qu'il allait garder le cap droit dans ses bottes? Il dit ce qu'il veut, mais un jour les bottes, il va falloir qu'il les sorte. Il va falloir qu'il sorte ses bottes et il va marcher pieds nus lui aussi un jour ou l'autre. Il va marcher pieds nus lui aussi. Je vous remercie, monsieur. De rien. Forme de système nu. Merci. Il ne va plus y avoir de distribution de café. On va y aller à deux. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes sur le dispositif, enfin dans la manifestation des Gilets jaunes depuis quand? Depuis le premier jour, depuis samedi. Et vous êtes là, quels sont vos citoyens, comme français, comme tout le monde, comme le peuple. Le prix du gasoil, c'est le prix du gasoil qui vous a fait bouger? Le prix du gasoal, c'est après ça c'est un déclencheur, c'est la cerise sur le gâteau, mais après c'est pour tout, c'est par rapport à tout, c'est par rapport aux frais notaires, c'est par rapport aux mots démocratie qui se targuent de partout dans le monde et qu'ils n'appliquent pas à eux-mêmes, car si le peuple arrête de travailler, ils n'ont plus de salaire, et eux arrêtent de travailler, ils ont encore un salaire, déjà c'est pas normal, que les lois les punissent pour nous, mais pas pour eux. Voilà, par exemple, le gasoil n'est qu'un déclencheur. Et par rapport à la presse, pensez-vous qu'elle est objective, la presse nationale ou locale? Non, du tout. La télévision par exemple Non, que des menteurs. Ce matin, il y a FR3 qui est venu sur le site. Là. Oui, apparemment, oui. Ils ont été assez mal accueillis. Normal, c'est des menteurs. Ouais. Et par rapport, vous pensez qu'ils distillent l'information aux citoyens? Ils désinforment, ils font de la désinformation. Et donc c'est pour aller un petit peu plus loin, vous pensez qu'ils sont aux ordres du pouvoir? Ah ben du moment que la presse est payée par le gouvernement, la presse doit être neutre, doit prendre l'information et la retranscrire telle quelle sans la modifier. Du moment que la presse est payée par le gouvernement, on crache pas, moi je pars du principe que les gens ne crachent pas dans la main de ceux qui tendent la soupe. Donc de ce fait-là, on peut plus être honnête, et donc la presse ne peut plus être honnête et ne peut pas faire un travail de transparence tout simplement. On m'a dit que, par exemple sur le reportage où les CRS avaient décasqué devant les manifestants qu'ils n'avaient pas voulu gazer les femmes et les enfants et tout ça, que ça avait été coupé, que ça avait été zappé. Ça je sais pas du tout. J'ai juste vu que, enfin, j'ai regardé France 3, qui avait la présentatrice qui avait envoyé une envoyée spéciale sur le pont d'Aquitaine. Sur le pont d'Aquitaine, la présentatrice disait que ça se passait très bien au niveau des gilets jaunes et qu'elle commençait à dire que les CRS commençaient à prendre les matraques et tout. Et la présentatrice l'a fait couper. Donc pour moi c'est un fait avéré. Moi j'y crois plus personnellement à la presse, mais pour ceux qui croient encore, j'espère qu'ils vont se réveiller par rapport à ça. Le Premier ministre a dit qu'il allait maintenir le cap, en gros qu'il allait rester droit dans ses bottes, et vous lui répondez quoi? On verra, ça m'étonnerait. Et la ministre Schiappa qui a dit qu'avec 5 000 euros c'était dur de finir la fin du mois. Vous lui dites quoi? Alors si pour elle c'est dur avec 5 000 euros de finir à la fin du mois, alors pour les 90% du peuple qui touche beaucoup moins que 5 000 euros, peut-être 90, peut-être un peu moins, mais donc si elle imagine que pour 5 000 euros elle a du mal, alors il faut imaginer pour le reste des Français. Voilà, c'est toujours des gens qui se plaignent, mais bon, on n'est pas sur le même... on a le même bateau, mais eux sont à l'avant du bateau. Le gouvernement dit que le mouvement des Gilets jaunes va s'épuiser. Vous en pensez quoi, vous? Moi, pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il faiblit. Après, on verra. Après, on ne sait pas de quoi ça sera, mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il faiblit. Je vous remercie, monsieur. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmière? Oui. Et vous êtes là pourquoi? C'est le prix du gasoil qui vous a fait...
Non, c'est en fait le prix du gasoil, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, c'est un ras-le-bol général de tout, des taxes, des conditions de travail qui se dégradent jour après jour. Voilà, donc et comme on a un gouvernement qui nous méprise en fait, hein, on est vraiment la dernière roue du carrosse. Hein. Enlever les infirmières à un hôpital ne tourne pas, et pourtant on est les plus mal lotis, j'ai envie de dire, du système de santé. Donc voilà, donc c'est parce qu'on en a marre. Quand le Premier ministre il dit j'entends bien, mais on va garder le cap, il reste droit dans ses bottes en quelque sorte, vous lui dites quoi? Moi je lui dis qu'il faut qu'il arrête, parce que oui, effectivement il peut garder le cap, mais nous maintenant on est déterminés, parce que de toute façon les choses ne peuvent pas être pires actuellement. Notre pouvoir d'achat il est en baisse complète. On a des charges qui s'accumulent et voilà, et on est étouffé, on se crève au boulot, on se tue à la tâche, et au final on n'a rien, voilà, on part pas en vacances, on est là le dimanche, on est là tout le temps, et aucune reconnaissance, quoi. Et la presse dit qu'aujourd'hui ils ont annoncé 27 000 manifestants, vous en dites quoi? À Langon seulement, Ouais. c'est ça. Ouais. Ils sont venus qu'à Langon. Moi j'ai dit que la presse elle est manipulée, la presse elle dit du pipeau depuis 4 jours, parce que ça fait 4 jours que nous on est là. Moi je suis de repos, je ne suis pas gréviste, je suis mobilisée, je suis en colère, et voilà, et je vais bosser dans la semaine parce que j'abandonne personne, mais voilà, je suis là, et la presse, moi je la regarde pas, et puis voilà. Ce matin, FR3 est venu et apparemment ils ont été très mal accueillis. Paraît-il. Et ils ont évoqué qu'en fait une partialité, qu'une journaliste a coupé au moment où les CRS se décasquaient pour ne pas gazer les enfants. Tout à fait. Sur Bordeaux. Ouais. Ouais. Vous en pensez quoi pour vous? Est-ce que ils ont failli à leur devoir de journaliste de donner une information? En fait, je pense qu'ils sont payés, voilà, c'est tout, c'est leur boulot, on leur dit tu dis pas ça ou tu dis ça, et ils disent pas ça, et en fait ils font ce qu'on leur dit de faire. De toute façon, c'est bien, les informations, on nous dit ce qu'on veut, on nous ment, on nous raconte que des histoires. Alors, il y en a qui le croient, ok, qu'ils le croient, il y en a qui le croient pas. Il suffit de venir ici depuis 4 jours pour voir que si on n'est que 27 000 en France, ça veut dire que je crois qu'on est tous à Langon, quoi. On n'est peut-être pas 27 000 à Langon, mais on est tellement nombreux. On a nous des contacts avec ceux qui sont sur Birsa, qui se font gazer, qui se font sortir, qui se font maltraiter, etc. Bon, nous ici, ça passe très bien. Je tiens à souligner que la gendarmerie, vraiment, exemplaire, nous soutiennent. Nous ont même aidés quand les barrages ont été forcés, sachant que, attention, on n'a pas bloqué la circulation, on a filtré, mais on a eu le soutien de la gendarmerie. Donc ici, c'est vrai qu'on est peut-être privilégiés parce que les CRS, on ne les a pas vus, mais on pense à tous ceux de Virsac, que ce soit des enfants, des femmes, des personnes âgées qui se sont fait matraquer, gazer. C'est absolument navrant, voilà. Alors je dis à M. Macron, s'il n'y a que ça, effectivement, pour essayer de nous faire reculer, c'est râpé, quoi, on ne reculera pas. Merci. Donc voilà, il y a un appel qui est lancé pour Paris. Je pense qu'il y aura pas mal de monde qui vont monter à Paris puisqu'il est là-bas, à moins qu'il ne soit pas redescendu de Bruxelles encore, puisque paraît qu'il fait beau en Belgique. Mais voilà, on y sera, et voilà. Je vous remercie. Vous êtes également infirmière, et je suppose que, comme votre collègue, c'est quoi? Vous aussi, c'est le prix du gasoil qui vous a fait sortir? Voilà, c'est la goutte d'eau qui fait un peu déborder le vase. Voilà, il y a un plan de santé pour 2022. On est les grands oubliés de ce plan de santé. Nous, on a une nomenclature qui date des années, je ne sais pas combien. Nous, on est payé à l'acte. Malheureusement, tous nos actes ne sont pas payés. Le premier, c'est à taux plein. Le deuxième, c'est à 50%. Et le troisième, c'est gratuit. On fait une toilette chez une personne, tout est compris. On est infirmière à domicile, mais on est aussi éboueur quand la personne âgée ne peut pas descendre la poubelle. On fait beaucoup de choses pour eux. Maintenant, on est rentré dans le système, je pense, du commerce, où on doit se dépêcher. On ne peut pas rester longtemps chez les patients.
Donc on prend en charge la technique, on n'a plus le temps pour le relationnel, et une personne âgée à domicile, c'est le relationnel. Donc ils veulent vider un petit peu les hôpitaux en nous les renvoyant en domicile, mais nous on n'est pas armés pour les prendre à domicile dans de bonnes conditions. Donc c'est un gros souci. Donc les gilets jaunes sont mis pour les taxes. Nous le gasoil, on s'en sert tous les jours. Tous les jours, une voiture électrique, il a beau nous donner toutes les primes qu'il veut, ça ne tient pas l'autonomie, il faut qu'on tape à Tesla. Et une Tesla, je ne sais pas si vous avez vu les prix, mais même nous, c'est pas dans nos moyens. On était une classe sociale, les infirmières, où on gagnait quand même pas mal notre vie, et on est comme tout le monde, et on a du mal à joindre les fins de mois. Quand la ministre Schiappa dit qu'avec 5 000 euros, c'est dur de finir la fin du mois, vous lui dites quoi? J'aimerais bien avoir ces 5 000 euros et j'aimerais bien qu'elle fasse autant d'heures que les infirmières. Quelque part, vous le ressentez quoi? Comme une insulte, comme du mépris par rapport aux citoyens? On a l'impression de repartir au temps des nonnes, en fait. Voilà, on n'est pas des bonnes sœurs, nous on a des familles à charge, on a plein de choses, on n'est pas des nonnes. S'il veut ça, il rouvre les hospices et ça se passera peut-être mieux. Pour ce mouvement, là, on voit que c'est intergénérationnel. C'est quoi? Certains me disent que c'est la France silencieuse qui est descendue dans la rue. Pour vous, vous l'analysez comment ça? Oui, et encore, il y en a certains qui ne peuvent pas descendre parce que moi, j'ai travaillé tout le week-end sur Langon en collaboration avec les Gilets jaunes qui étaient de super humeur, qui nous ont mis l'ambiance dans notre travail, ils nous ont laissé passer. Nous, on a fait un petit peu le porte-parole auprès des personnes âgées et des personnes qui ne pouvaient pas venir. Ils soutiennent bien parce que les retraités, eux aussi, ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts. Ils ne chauffent pas leur logement, donc ils sont plus malades et nous, on récolte. Donc voilà, je pense qu'il y en a marre pour tout le monde. Si vous aviez un message à faire passer au président et au gouvernement en général, vous lui diriez quoi? Restez chez vous, restez pas à l'Elysée, venez sur Langon, on va vous prendre en charge et vous serez considérés comme tous nos patients. Et je pense que vous en aurez un peu marre. Je vous remercie. Merci à vous. Bravo. Merci. C'est génial. Je vais peut-être commencer mon... Parce que les gens qui connaissent Langon, ils vont dire putain, c'était bouché du rond-point là jusqu'à... Là, il y a une belle prise, hein. Il y a les 4 montres. Ouais, je vais, nickel.
camion, arrêtez. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez me dire, pourquoi vous participez à ce mouvement des Gilets jaunes? Parce qu'il y a un ras-le-bol complet. En fait, la population, ça fait quand même, moi j'ai 41 ans, ça va bientôt faire, j'ai toujours vécu avec ça en fait, où nous dire ça va péter un jour, ça va péter un jour. Et là je crois que notre gouvernement, soi-disant de gauche, qui fait une politique de droite, je pense que les gens en ont ras-le-bol. Aujourd'hui on est rentré dans une France qui travaille, tous les gens qui sont là c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui en ont marre, ils n'arrivent pas à finir la fin du mois. Une grosse partie c'est beaucoup d'artisans, d'indépendants comme moi, qui sont acculés de charges, qui n'arrivent plus à sortir à joindre les deux bouts. Il y a un ras-le-bol profond. Aujourd'hui le gouvernement a réussi une chose, c'est diviser les gens. Là vous voyez les camions essayent de ressortir, essayent de partir parce qu'ils ont les patrons au cul qui sont en train de les démonter. Donc ils sont en train de leur foutre le bordel et de leur foutre la pression qu'il faut absolument qu'ils aillent livrer. Et en fait c'est exactement ce que le gouvernement voulait, c'est arriver à diviser les gens, arriver à les monter les uns contre les autres. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le problème c'est que nous les Gilets jaunes en fait on essaye de tenir ce mouvement. En fait c'est un mouvement qui a été dénigré. En fait le gouvernement ne veut pas nous entendre. Ils pensent qu'en fait en divisant comme ça ils vont réussir à diviser les gens en disant que c'est apolitique, ceci, cela. Le mouvement est en train de se structurer parce qu'ils ne veulent pas donner de réponse et plus ça va aller, plus les Gilets jaunes sont en train de monter des systèmes pour arriver à bloquer le pays comme il va falloir. Maintenant on va passer à un plan B, on va être plus stratégique, on va faire comme le gouvernement, nous aussi on va diviser, nous aussi on va régner. Donc on va arriver à ce qu'on veut, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Monsieur Macron ne veut pas parler, il nous envoie son porte-fusible, comme tous les présidents ont toujours fait. On nous envoie un Premier ministre qui va servir de fusible, mais c'est Monsieur Macron. Monsieur Macron, on sait très bien que vous êtes une marionnette dans ce système. Nous, on a bien compris, nous les petits citoyens, les petits artisans, on a bien compris. Ce système, vous êtes qu'une petite marionnette. En fait, c'est Bruxelles qu'il faut brûler, c'est le 440, c'est Wall Street, c'est les banques. C'est ça notre problème. Revenons à la Banque de France, retrouvons notre souveraineté. Tant qu'on aura notre souveraineté monétaire, on gérera notre pays comme c'était avant la loi du 3 janvier 73. Depuis la loi du 3 janvier 73 qui a été faite en coopération avec les gouvernements de M. Pompidou et des Rothschild, à aujourd'hui on est acculé. Avant le pays était à l'équilibre, toute l'année il a toujours été à l'équilibre. Aujourd'hui on n'est plus à l'équilibre du tout, on est endetté. Quand on nous dit qu'aujourd'hui on est en train de creuser le trou de 40 milliards d'euros d'endettement, il sort d'où cet endettement? Un gamin qui naît aujourd'hui, on lui dit qu'il a 30 000 euros de dette sur la gueule. Elle sort où cette dette? D'où ça sort? Aujourd'hui on nous dit que pour le pays on a besoin de fonctionnement, on a besoin d'argent. Aujourd'hui les routes sont défoncées, il y a des nids de poules sur toutes les routes. Les mairies n'arrivent pas à s'en sortir, les crèches ne sont pas approvisionnées correctement, nos vieux sont dans des EHPAD où c'est devenu de la torture mentale pour les arriver en fin de vie. Les gens n'arrivent pas à finir la fin du mois, mais on vit dans un système de fou. Où part cet argent? Où sont le résultat de ces impôts? Tout ce qu'on gagne sur ces putains de radars. Où va l'argent? Où est le pognon, monsieur Macron? Où est le pognon? Pour engraisser des banquiers, des banques privées, des banques américaines. Où est l'argent? On demande, nous, citoyens, où est ce pognon? On paye tous des impôts, on est tous acculés de charges. Où est cet argent? On n'est pas mieux. On vit pas mieux pour autant. Où est cet argent? Moi, c'est tout ce que je demande et ce que chaque citoyen se pose la question de pourquoi il paye des impôts. Aujourd'hui, c'est de pire en pire. Les gens ne peuvent pas emmener leurs gamins dans une crèche. Il faut des demandes, il faut des listes d'attente à en plus finir. Où sont cet argent? Vous avez interviewé les infirmières tout à l'heure. Les infirmières, c'est quand même un corps de métier qui est hyper important. Elles n'ont aucun moyen, elles travaillent comme des salariés dans une usine. C'est quoi? On travaille dans de l'humain. Où part cet argent? Posez-vous tous la question, où part cet argent? On m'a dit que c'était un mouvement citoyen, que c'était la France silencieuse qui était sortie. Oui, c'est la France silencieuse. D'après vous, c'est exact? Oui, tout à fait. C'est les gens qui sont acculés depuis 40 ans, qui ne peuvent pas l'ouvrir, à qui on propose simplement de prendre une carte de fidélité, de la mettre dans une urne pour aller voter.
Aujourd'hui, dans le vote, on nous demande simplement de voter pour lui ou pour lui. On ne me donne pas le choix de qui que ce soit. Je vais être ironique. Moi, demain, j'ai envie de voter pour Goldorak, je peux pas. C'est quoi cette démocratie de merde? C'est quoi cette démocratie de merde? Moi, je demande simplement un vote participatif. Et regardez un petit peu, allez vous informer sur Internet, ce que propose Étienne Chouard, ce que c'est réellement une vraie démocratie. Faites tomber cette constitution, il faut revoir, il faut qu'on revienne à une constitution souveraine, il faut que le peuple reprenne le pouvoir. Il faut se dire qu'à aujourd'hui un président de la République qui gagne 19 500 euros. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait qu'il démissionne et que l'Assemblée nationale, en fait, le peuple reprenne l'Assemblée nationale? Il faut que le peuple reprenne l'Assemblée nationale, absolument. Et il faut que le peuple désigne par tirage au sort des citoyens pour arriver à recréer une constitution. Qu'on reprenne le pouvoir vite. Vite. Le gouvernement nous dit qu'en fait, ça serait qu'on recherche, les citoyens cherchent le chaos, mais... D'où vous avez vu le chaos? D'autres me disent que notre constitution est tellement bien faite qu'il ne peut pas y avoir le chaos, puisque l'article 7 dit qu'en cas de démission du président, c'est le président du Sénat qui assure l'intérim, et ensuite il organise les élections. Donc certains me disent qu'il ne peut pas y avoir de chaos. Et surtout, pensez-vous que l'attitude du gouvernement, quand le Premier ministre dit nous garderons le cap, droit dans nos bottes, vous lui dites quoi au Premier ministre et à Macron? Le Premier ministre, c'est stratégique. Aujourd'hui, le Premier ministre joue sur une seule chose. Et les médias, d'ailleurs, qui sont à la botte du système, répertorient la même chose depuis qu'il est passé à France 2 samedi ou dimanche, je ne me rappelle plus. Depuis qu'il est passé à France 2, il est en train de nous dire qu'il n'y a pas de leader dans ce mouvement. Faites attention, monsieur le Premier ministre, parce qu'en fait, tout est en train de se structurer. Les gens sont en train de fabriquer des petits mouvements à droite à gauche. Vous pensez, vous avez joué la stratégie de diviser pour mieux régner. Nous aussi, on va diviser, on va mieux régner. Vous inquiétez pas, on va partir dans d'autres choses. On va débloquer les routes. Certainement, on va nous pousser dehors comme ça a été fait sur le pont d'Aquitaine avec des personnes âgées qu'on a tirées par les cheveux. C'est pas un souci. Continuez, continuez. On va passer sur une autre stratégie. On va vous attaquer au porte-monnaie comme vous nous avez attaqué au porte-monnaie. On va reprendre le pouvoir monétaire. Vous inquiétez pas. On nous dit aussi qu'en fait, ce matin, FR3 est venu sur le site, qui se sont fait copieusement conspuer, qu'on les a traités de télévision d'État, tout à fait. qu'ils ont sabordé le reportage lorsque les CRS avaient baissé les casques devant les enfants et tout ça. Tout à fait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le citoyen commence à ne pas être dupe, il a bien compris le système. Aujourd'hui, on sait très bien, nous qui sommes sur le terrain depuis 4 jours, on sait très bien que BFM TV, tous ces grands médias, en fait, nous ont raconté que du flanc. Nous, on est sur le terrain, on nous dit que ne serait-ce que le Sud-Ouest a balancé que sur la Gironde, on était 7000, et rien que sur Langon, on devait être 3000. Donc il n'y avait que 4000 personnes à Bordeaux, c'est pas possible. Alors aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que les médias sont détenus par des marchands d'armes. Réfléchissez à ça. Comment ça se fait que les médias sont détenus par des marchands d'armes? Donc à un moment donné, tout est vérolé. Les médias sont à la botte du système. Les médias racontent des conneries et France 3 s'est fait alpaguer parce que les gens ne sont pas cons. Ils ont bien compris que tout ça, c'est des gens qui sont là pour servir le pouvoir. Il faut que le citoyen sache une chose. Un journaliste qui a une carte de presse a une grille fiscale qui n'est pas la même que chaque citoyen. Comment ça se fait? Ils ne payent pas les mêmes impôts que nous. Pourquoi? Pour qu'ils soient bien dociles, pour qu'ils répondent bien dans le sens du gouvernement, qu'ils répondent bien à nos politiques, qu'ils répondent bien au lobby. Un moment, stop. On a bien compris. Donc François s'est fait éjecter, comme l'autre jour, le Sud-Ouest s'est fait éjecter aussi, parce qu'il vient de faire de la propagande. En gros, globalement, on a vu que les Français avaient rejeté le système politique de la droite à la gauche, qu'ils ont rejeté les syndicats, globalement. Et là, ce que j'ai ressenti en entendant les citoyens, c'est qu'ils rejettent le système de l'information. Globalement, la presse ou la télévision n'a plus de crédit auprès du citoyen. Plus de crédit, aucun crédit. Les syndicats non plus, parce que les syndicats, il va falloir qu'ils nous expliquent quelque chose. C'est que comment ça se fait qu'il n'y a eu aucun appel des syndicats jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi en 92, quand il y a eu les permis à points, les routiers ont bloqué pendant 15 jours? Comment ça se fait que depuis hier, il y a eu un accord qui a été signé entre les syndicats et le gouvernement pour que les routiers s'engagent à ne pas bloquer le territoire? Comment ça se fait ça? Les syndicats sont vendus, ils sont payés à 90% par l'État. Comment ça se fait? Tout ça est de la mascarade. Le peuple reprenez le pouvoir et vite. Ne croyez plus à ces gens de CGT, FO, tout ce qu'on veut. Vous regardez aujourd'hui, les extrêmes essayent de récupérer politiquement. Les gilets jaunes, c'est un mouvement citoyen. On ne sera jamais politique, on restera apolitique tout le temps. Parce que c'est un mouvement citoyen. On revient à la souveraineté et vite, vite. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie.
avec caméra. Bonjour. Bonjour. Nous sommes sur le site de distribution d'une grosse marque de... Enfin, je ne dis pas le nom pour ne pas faire de publicité à la marque. Et donc vous êtes dans le mouvement des Gilets jaunes depuis quand? Depuis le début? Depuis samedi matin. Depuis samedi matin. Samedi matin à 6h. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir manifester avec les Gilets jaunes? L'augmentation du prix du gasoil uniquement? Non, c'était le ras-le-bol de tous les Français. Tout le monde se réveille, bon, peut-être que maintenant, mais le ras-le-bol de tous les Français. Que depuis le début, depuis des années, on n'est pas vraiment dans une démocratie. On parle, on critique les autres pays, les pays en guerre comme la Corée du Sud, tous les autres pays, mais pour moi on est la même chose. Démocratie, c'est l'égalité du peuple. Et pour moi on n'est pas égaux. Le peuple n'est pas égaux car un président par exemple va faire un mandat et après aura une retraite à vie. Nous, notre retraite, on va devoir se battre plus longtemps. De plus en plus, on devra attendre plus longtemps. Donc, pour se battre pour les retraites, pour tout le pouvoir d'achat qui va augmenter, et voilà, pour notre portefeuille et pour nos salaires qui sont strictement Alors, si je résume un petit peu, en fait, c'est la somme des injustices que subit ceux qui produisent, hein, les travailleurs, les cadres, enfin un petit peu tout le monde. Exactement, la base ouvrière. Parce que sur le rond-point, j'ai pas vu que des ouvriers, que des sans-emploi. J'ai vu des cadres, j'ai vu des infirmières. Voilà, donc j'ai vu le panel de la France que d'aucuns rappellent la France silencieuse. Vous en dites quoi de cette analyse? C'est un peu votre ressenti ou vous avez une autre La vie? France silencieuse, maintenant on n'est plus silencieuse, on s'est tous réunis pour se révolter. Peut-être un peu tard, c'est peut-être sûr, peut-être un peu tard. On aurait dû le faire quand les camionneurs s'étaient révoltés, être solidaires. Maintenant tout le monde essaie de se révolter avec nous, notamment apparemment les infirmières qui viendraient avec nous, les camionneurs qui sont venus et qu'on a bloqués, mais qui étaient pour ce qui se passait. Tous les automobilistes, même s'ils travaillaient, ils nous ont montré qu'ils étaient solidaires avec nous. Ils ont offert des gâteaux, enfin voilà, ils ont tous été solidaires avec nous. On dit un petit peu qu'on n'a plus confiance d'abord aux politiques en règle générale, que les syndicats sont rejetés parce qu'effectivement, j'ai pas vu de syndicats, il n'y a pas d'appel des syndicats. Et ce matin, j'ai vu des journalistes de FR3 qui sont venus, qui se sont fait conspuer. Est-ce que vous croyez encore à l'objectivité de la presse, de la grande presse nationale ou même comme FR3 qui est quand même une antenne nationale? Non du tout, quand je vois qu'on nous met qu'il n'y a que 28 000 ou je ne sais plus exactement le nombre exact de manifestants. Rien qu'à Langon, moi j'en ai vu beaucoup plus. Pour moi, que ce soit les politiques, les syndiqués, c'est pas le problème, là c'est le peuple qui se réveille. On ne parle pas de syndicats, on ne veut pas justement qu'ils se mêlent à nous. Ils peuvent peut-être se greffer à nous, mais se greffer par rapport au peuple, pas se greffer à leur nom. C'est pas eux qui font ça, c'est le peuple qui fait ça. Tout le peuple. Voilà. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement méprise le peuple? En fait, c'est ce qu'on m'a dit aussi, c'est ce que quand on tend un petit peu l'oreille, c'est surtout ce manque d'irrespect. Vous pensez que c'est le ressenti? C'est le ressenti, personne. Monsieur Macron, le président, ne bouge pas. Pour moi, il ne bouge pas. Il préfère aller voyager, aller dans d'autres pays pour régler d'autres problèmes. Il devrait s'occuper plus de nos Français, qui ont un gros problème là, qui sont énervés, au lieu de s'occuper d'autres problèmes dans d'autres pays. Et quand le Premier ministre dit sur Antenne 2, voilà, on va garder le cap, en gros, le gouvernement reste campé dans ses bottes, vous le prenez comment ça? Pour vous, c'est un message de quoi? De provocation? Pour nous, c'est une provoque. Donc nous aussi, on va rester sur ce cap. Après, on va se mobiliser sur plusieurs points stratégiques pour implanter les porte-monnaies, c'est-à-dire ça va être en haut. Plus on va importer les porte-monnaies des gens qui sont au-dessus, qui ont plus de pouvoir que nous, là on pourra parler. Là on pourra, je pense, avoir plus de pouvoir. Voilà. Et on me dit en gros aussi que en fait, le mouvement il n'était pas structuré. C'est votre impression ou, Non. En fait, on est tous d'accord sur la même chose. Pourquoi on est là?
Après, on essaie de structurer sur plusieurs points. Voilà. Des fois, c'est peut-être un peu le bordel, mais on essaie quand même d'être structuré. C'est compliqué, on ne peut pas mettre tout le monde d'accord, donc c'est très compliqué. Mais il y a certains organisateurs qui essaient de gérer ça. Après, voilà, c'est super compliqué. On m'a dit qu'en fait, le fait que le mouvement dure fait que les gens se structurent. C'est votre, Exactement. C'est votre impression? Plus on dure, plus on reste ensemble et plus le mouvement commence à être structuré. Ok. Et par exemple là, en bloquant une centrale, on bloque, on touche au portefeuille quand même des gros du CAC 40, on me dit. En fait, le but c'est ça. En fait, c'est de toucher les plus gros portefeuilles. Là, en bloquant ici on laisse passer les camions, ils viennent vider. Par contre, après, ils ne peuvent plus repartir chargés. Donc, en touchant ça, ils ne pourront plus alimenter les magasins. S'ils ne peuvent plus alimenter les magasins, peut-être que là, ça va faire révolter les gros portefeuilles qui n'auront plus d'argent à se mettre sur notre dos. Mais finalement, ça va profiter au petit commerce de l'autre côté. Profiter du commerce? Non, je dis ça va profiter au petit commerce, finalement. Oui, au petit commerce. Au petit commerce, mais c'est pareil, ils n'auront peut-être pas tous beaucoup à distribuer. Mais les petits commerces, quand même, pourront distribuer aux gens qui sont dans le coin et on arrêtera les gros commerces, les très gros commerces. Et vous pensez que les gens sont prêts à aller au bout, aller assez loin? Oui, quand je vois tout le monde qui se réunit tous ensemble, tout le monde, on est là depuis 3 jours, la plupart je les connais, je les connaissais pas, pourtant je suis du coin et je les connaissais pas, j'ai appris tous à les connaître et depuis le début on se voit à plusieurs endroits différents. Moi j'étais à Toulaine, après on est parti, j'ai rencontré d'autres gens de Toulaine qui étaient à l'autoroute et on a discuté tous ensemble et je vois qu'ils restent. C'est dur, on est fatigué, on voit pas nos familles, on est tous impactés comme les gens, certains gens râlent, on est tous impactés. Moi j'ai pas de salaire là, je travaille pas. Enfin, je travaille, mais là je ne peux pas travailler, on est tous impactés, les intérimaires qui viennent ici, pareil, ils n'ont pas l'argent dans leur porte-monnaie, mais on est bien là pour essayer de faire bouger. Quand la ministre Chiappa dit qu'avec 5 000 € c'est dur de finir la fin du mois, pour vous, vous le ressentez comment cette déclaration? Mais qui me passe le salaire à 5 000 € à tout le monde. Je pense que si tout le monde aurait un salaire à 5 000 €, tout le monde pourrait s'en sortir très bien à la fin du mois. Vous pensez que c'est quoi? C'est du mépris pour celui qui gagne 1 100 €? C'est du mépris ou du foutage de gueule, tout simplement. Je vous remercie, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Bravo. Eh bien, t'as été bon. Bonjour. Bonjour. Voilà, je fais ce reportage pour essayer de montrer en direct ce qui se passe vraiment sur le terrain. Par rapport à l'information qui est diffusée, on dit que ce mouvement, c'est un mouvement hétéroclite. Est-ce que vous pouvez me dire votre ressenti par rapport à ça? Alors, hétéroclite, oui bien sûr, et c'est ça qui le rend fort, c'est qu'ici on a toute la France représentée. Moi je suis cadre dans l'industrie, il y a des ouvriers agricoles, il y a des cadres, il y a des infirmières, il y a certainement des docteurs, des jeunes, des vieux, des ménagères, etc. Ma femme est venue, pas aujourd'hui mais hier et avant-hier. Et c'est ce qui fait sa force, c'est ce qui fait qu'à mon avis ça va durer. Et du moins ça porte l'espoir, parce que c'est pas une caste qui est en colère, c'est un peuple. Et ça c'est important parce que le peuple, il n'a pas de visage, il n'a pas d'étiquette, il n'a pas de parti politique. Il a un cœur et son cœur il saigne. Et ça c'est compliqué, c'est très compliqué. Maintenant, il faut que ce qui commence à arriver, à savoir à travers les réseaux sociaux et les réseaux d'information locaux, des gens qui commencent à émerger comme des leaders pour pouvoir se synchroniser et mettre en place quelque chose de plus grand, de plus fort. Alors toujours en ayant à cœur d'avoir pas de violence, d'œuvrer pour l'avenir. Et ben si on fait tout ça, on y arrivera.
on arrivera à vivre mieux et à faire que la France redevienne un beau pays, le pays qu'il fut et le pays qu'il sera. Comment vous définiriez l'attitude de ce gouvernement par rapport aux citoyens, par rapport à Monsieur Tout-le-Monde? Alors, je fais au moins un Monsieur Tout-le-Monde, moi, et je trouve que notre gouvernement lui manque un peu de respect. Parce que d'abord, il est condescendant, il est indifférent, il est complètement déconnecté de notre souffrance. Alors pourquoi? C'est très simple en fait. Comment voulez-vous que quelqu'un, un député, un ministre, qu'un chef de cabinet qui gagne plusieurs milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros tout confondu par mois, puisse comprendre ce que quelqu'un du peuple qui gagne 800 pour les retraités minimum vieillesse, le SMIC à 1200, 1300 euros, un jeune étudiant qui vient de son premier boulot à 1800 euros brut, mais ces gens-là forcément, ils ne peuvent pas se comprendre. Pourquoi? Parce que la nécessité des uns ne fait même pas le pourboire des autres. Et c'est pour ça que tout ça s'est déconnecté. Et alors ça, ajouté à la condescendance du gouvernement en place, et en particulier du chef d'État, la situation, voilà. Quand la ministre Schiappa dit avec 5000 euros, c'est dur de boucler la fin du mois, comment pensez-vous que le gars qui est à 800, mais à 1000 euros, il ressent ça, ce discours? Ce discours, passé la première minute de rage, il ne peut pas le comprendre parce que pour lui, 5000 euros, c'est presque déjà gagné le loto. Alors que pour elle, 5000 euros, c'est même pas un budget mensuel. Et ça c'est juste... C'est honteux, c'est inadmissible. Pourquoi des députés, pas tous, il y en a quelques rares, qui ne veulent pas percevoir toute leur mensualité, mais sinon pourquoi tous, dès qu'ils sont élus, ils le prennent? Et le salaire, tout le monde connaît à peu près le salaire d'un député, 6000 et quelques euros, on ne va pas rentrer dans le détail, plus les frais de fonctionnement qui sont à peu près du même ordre. Comment voulez-vous que des gens qui voient ça tous les jours, qui entendent ça tous les jours à la télé, à la radio, puissent supporter que ces gens-là les dirigent, les dénigrent et voire même leur manque de respect en leur donnant des noms d'oiseaux tels que Gaulois réfractaires, tels que Petit, tels que Sandan, que sais-je, j'en passe. Voilà. Donc non, le peuple est déconnecté parce que le peuple ne peut pas comprendre, parce que le peuple saigne trop et sa colère l'a rendu sourd. Et ce matin, on a vu des journalistes venir, Sud-Ouest pour ne pas les citer, et FR3, et en fait qui se sont fait pas mal conspuer. En fait, ce qui leur a été reproché, c'était leur manque d'objectivité, leur manque d'honnêteté journalistique, notamment par rapport à un incident qui s'est passé sur où les CRS avaient décasqué pour ne pas gazer les enfants et les personnes âgées qui étaient sur place. Et en fait, ça a été coupé. Enfin, moi, j'ai pas vu le truc, mais c'est principalement ce qui leur a été reproché. Est-ce que vous pensez, on a vu globalement que les Français rejetaient la classe politique de la droite à la gauche, qui ont rejeté les syndicats, et vous pensez aussi également qu'au niveau de l'information, ils ont rejeté la presse nationale, la presse, comme pour reprendre l'expression d'une personne, la presse aux ordres? Alors, effectivement, la presse elle est censée nous informer, elle est censée nous aiguiller. Aujourd'hui, elle nous désinforme. Avant-hier, le Sud-Ouest publiait que la Gironde, c'était 7000 gilets jaunes. On était déjà 2500 rien que sur Langon. Ça veut dire que quoi? Ils étaient 14 ou 15 à Bordeaux et la même chose à Virsac? Non, c'est pas possible. BFM TV, je le suis en rentrant d'ici le soir. Je les suis pour me rendre compte. 280 000 et quelques gilets jaunes sur tout le territoire avec 1000 points, ça fait 160 pèlerins par point de blocage. Et ils auraient pu au moins avoir le mérite de trouver des chiffres qui aient une réalité arithmétique. Faire les bonnes multiplications. Oui, voilà. Donc ici on n'a pas une déconnexion, on a de la désinformation. Donc si le système d'information local ou national désinforme, c'est de la propagande. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que des gens comme vous, votre mission, c'est de faire un contre-pouvoir médiatique.
parce que Facebook, c'est pas compliqué. Hein. Si vous n'avez pas vu les vidéos et si vous sélectionnez pas les liens dans le quart d'heure, ça disparaît. Hein, moi, le matin, je passe mon temps à faire ça. Donc c'est le cas. Si les groupes de discussion, souvent, ils sont fermés. Si vous utilisez les journaux locaux, ben là, vous avez de la désinformation. Les journaux nationaux, vous parliez de l'article des FR3, effectivement, ça devait être le 19-20, je crois, ou l'édition nationale. L'envoyé spécial des FR3 était donc, je crois que c'était à Virsac, ou sur le pont d'Aquitaine. Et disait, la gendarmerie mobile s'apprête à charge. Et là, non, mais ça y est, on finit le direct, on doit rendre l'antenne, merci, au revoir. Et elle s'est fait couper le sifflet pour dire parce que non, c'était pas raccord. Donc là, carrément, on est dans la désinformation, on est dans la propagande. En fait, l'information que j'ai eue, moi, c'est qu'on m'a dit qu'ils ont coupé parce qu'en fait, les gardes mobiles ont décasqué. C'est-à-dire qu'ils ont sorti les casques, ils ont pas... Non, parce qu'ils ont décasqué le dimanche après-midi. Ou ils n'ont pas voulu charger, quoi. Enfin, non, ça c'est le lendemain. Ouais. Là, la journaliste disait, les gilets jaunes ne sont pas violents, ils sont pacifistes. Et ce sont les CRS qui provoquent. Et là, on lui a coupé le sifflet aussitôt. Oui, tout à fait, parce qu'elle a commencé à dire que les matraques étaient de sortie et que ça allait casser des dents. Okay. Et pour revenir, vous pensez que le citoyen lambda peut... Parce que certaines personnes interviewées me déclaraient que le citoyen pouvait faire très mal aux gens du 440 et qu'il pouvait... leur faire chuter leurs bourses, leurs actions en bourse, tout ça. Vous pensez que la population a vraiment un pouvoir de pouvoir bloquer un petit peu et faire du mal à la haute finance? Une personne tout à l'heure, pour reprendre un petit peu l'idée, il m'a dit de toute façon, en gros, pour le résumer, j'espère ne pas déformer ses propos, il a dit ils nous ont touché au portefeuille, nous on va leur toucher là où ça fait mal, dans leur portefeuille. Et voilà, en gros, et que c'était un retour à l'envoyeur. Simplement, ça, on peut le faire. Pourquoi? Parce que, effectivement, le pouvoir des Français, il est dans son portefeuille aussi. Parce que tout le monde mange, tout le monde se loge, tout le monde se chauffe. Et si on refuse de rentrer dans le système de la distribution globale, avec des grands centres logistiques, que l'on peut bloquer. Si on refuse de se servir en carburant, pas à la station, mais en bloquant les centres logistiques ou les raffineries, parce qu'il y a les centres de logistique et de stockage et les raffineries. Si chacun, autant que faire se peut, se débrouille pour que les circuits courts soient privilégiés, pour que toute la TVA, il y en ait le moins possible qui soit collectée, l'État directement, via cette TVA qui ne sera pas collectée, sera piqué au portefeuille, et les grands du CAC 40, qui sont propriétaires de tous les grands circuits de distribution, que ce soit pour le carburant, pour la nourriture, pour la production mobilier, etc., tous ces gens-là, si on ne va pas s'approvisionner chez eux, et si on bloque leurs points logistiques, au bout d'un moment, ils ne pourront plus les mettre en distribution, donc ils ne pourront plus les vendre. Et là, s'ils ne font plus de chiffre d'affaires, ils ne font plus de marge. Et avec les produits périssables, ils feront de la perte. Et là, on attaque directement leur marge, et donc on fait baisser leurs actions. À une époque, Cantona, il avait dit, alors ça avait fait beaucoup sourire, on l'avait un petit peu raillé, il avait dit qu'en fait, tous les citoyens, s'ils allaient à la banque au moment où ils touchaient leur paye, tout ça, et qu'ils retiraient l'argent, qu'ils feraient sauter la banque. À l'époque, j'avais parlé avec un directeur de banque et qui m'avait dit, en fait, l'argent il est virtuel, et si tous les gens faisaient ça, en fait, effectivement, ça ferait sauter la banque parce qu'ils ne pourraient pas donner les liquidités. Pensez-vous que, en fait, l'idée de Cantona n'était pas si farfelue que ça? Alors, l'idée de Cantona n'était pas farfelue, dans le sens où... mais elle était à double tranchant, c'est-à-dire que si tout le monde, demain, allait retirer son argent de la banque, enfin du moins se faisait payer en chèque et demandait le contre-remboursement de son chèque à la banque, ou s'il se fait retirer intégralement le virement de son salaire ou ses économies, il s'apercevrait que très rapidement, la banque ne peut pas le payer. Pourquoi? Parce que ses réserves, elles sont limitées. Et pour à peu près 10% de la totalité du capital dans la banque. Et c'est comme ça aussi, d'ailleurs, que ces banques-là peuvent vous prêter de l'argent
des crédits à si bateaux, parce que de toute façon, ils ne vous prêtent pas d'argent. Ils mettent à disposition virtuellement sur des comptes en banque des écritures, mais pour 100 000 euros qu'ils ont en capital convertible or, on va dire, hein, pour parler simplement, eh ben, ils peuvent le prêter une fois, ils peuvent le prêter 2 fois, ils peuvent le prêter 3 fois, et donc ils peuvent prêter 600 000 euros juste avec 100 000 euros. Et si tout le monde demande, parce qu'au bout d'un moment, ces 600 000 euros, ils vont servir à acheter des maisons, des voitures, etc. Donc en face, il va y avoir des consommateurs. Et si tous ces gens-là veulent reprendre leur argent réellement, physiquement, en euros fiduciaires, et bien là, il n'y aura pas de quoi les payer, parce qu'au départ, il n'y a que 100 000. Et là, le système bancaire s'effondre. Et il faudrait juste avoir le courage de le faire. Si vous aviez M. Macron en face de vous, ou le Premier ministre, vous lui diriez quoi? Je lui dirais quoi? Gentiment, hein, Gentiment, sans violence, bien sûr. Gentiment. J'entends qu'ils doivent certainement beaucoup aux gens qui l'ont mis là. Parce qu'à 39 ans, quand on est chef de l'État, c'est idyllique, c'est merveilleux. C'est qu'on doit avoir des projets de carrière qui sont phénoménaux. Mais j'entends qu'ils doivent beaucoup à ces gens-là, ces oligarques. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il n'est que l'instrument de ces gens-là. Et qu'un jour, il y a quelqu'un qui fera mieux l'affaire, qui fera peut-être mieux le taf que lui, et du coup, il sera remercié aussi facilement qu'il est arrivé ici. Et par contre, ce qui serait bien, c'est qu'il s'occupe de faire des choses qui sont, et ça, M. Édouard Philippe aussi, un peu, hein, de faire des choses qui pourraient œuvrer pour le bien-être de son pays, de l'Europe et du monde entier. Je m'explique. Taxer les croisiéristes à travers le fuel lourd qui génère énormément de particules en étant brûlé dans les cargos de transport, dans les bateaux de plaisance. Taxer à hauteur que le diesel que nous on consomme tous les jours, taxer le kérosène dans les avions. Alors oui, c'est très compliqué parce que entre avions, c'est des territoires internationaux, c'est l'espace aérien. Alors oui, d'accord, mais enfin, on fait le plein dans les aéroports. Donc voilà, donc il y a moyen. On peut aussi taxer tout ce qui est les importations massives qui vont générer beaucoup de pollution et de surconsommation. Et puis tant qu'on y est, on peut aussi taxer la surconsommation. Pourquoi on voit des tonnes et des tonnes et des tonnes de déchets qui sont entreposés et pas recyclés? Tout ça, il y a moyen d'œuvrer pour la planète. Et puis il y a un moyen simple aussi, c'est d'essayer d'éduquer les gens, parce qu'on n'est pas plus con que les autres. Quand on nous explique, on peut comprendre que plutôt que d'acheter beaucoup, on peut acheter moins, mais mieux. Et du coup, ça coûte pas cher, on est en meilleure santé, on consomme moins de médicaments, il y a un mieux-être, et par voie de conséquence, tout ça, ça fait du bonheur. Et si vous aviez un message à passer à la classe politique en général, et aux syndicats qui en fait essaient de récupérer ce mouvement en se postulant de devenir l'interlocuteur par rapport au gouvernement. Vous pensez que... qu'est-ce que vous leur diriez à ces gens-là? Alors, les syndicats qui regagnent un peu d'intégrité, qui se souviennent un peu de la commune, des corons, des combats qui se sont menés dans les mines, dans le Nord, qui retrouvent leur fondement et qui se mettent au service des travailleurs. Et là, je ne fais pas de politique, hein, je parle de ceux qui travaillent. Voilà. Et en ce qui concerne les politiques, eh bien, c'est pareil, messieurs les députés, les élus locaux, pensez un peu moins à votre portefeuille et un peu plus aux gens, vos administrés, ceux qui ont voté pour vous, ceux qui comptaient sur vous pour faire, par exemple, interdire le glyphosate et qui en Gironde a été maintenu. Et pourtant, on aurait pu croire que ici, avec les vignes, avec les céréales, avec à côté la sylviculture, etc., on pouvait penser que justement interdire les phytosanitaires dangereux, ça aurait pu être porteur de beaucoup plus de santé et de mieux-être pour les gens. Pensez qu'aujourd'hui, acheter une maison au milieu des vignes, il y a 15 ans, c'était une plus-value. Aujourd'hui, c'est une moins-value. Pourquoi, quand ils font les épandages dans les vignes, à certaines périodes, on fait rentrer les enfants de la cour d'école à l'intérieur des classes? Est-ce que c'est normal, ça? Donc ces gens-là, ces députés qui sont nos élus, qui sont là, qui devraient être là.
qui devrait être là. Alors c'est vrai qu'en même temps, quand on gagne 6 000 balles par mois, avoir les pieds dans la boue, c'est pas très confortable. En fait, d'après ce que j'ai pu écouter de ce que vous avez dit, en fait, il y a un vrai malaise général, profond, ancré, et que de quelque façon que ce soit, il faudra que ça sorte, quoi. Qu'en fait, il y a trop de souffrance pour que ça se soigne avec du mercurochrome. C'est ça. Là, en fait, c'est simplement notre capacité à encaisser la souffrance qui est au bout. On est au taquet. Alors, ça a été le gasoil, mais ça aurait pu être autre chose avant, ça aurait pu être autre chose après. Là, voilà, ça se trouve, c'est ça qui a cristallisé la souffrance, qui a cristallisé toute cette énergie qui, j'espère, va être motrice et pas dévastatrice. Mais c'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, le peuple, il a décidé de ne plus être résigné. Parce que le peuple, aujourd'hui, quand il est au SMIC, au minimum vieillesse, il n'a plus rien à perdre. Et on l'a vu en Ukraine, on l'a vu en Serbie, on l'a vu dans les pays du Moyen-Orient, les printemps arabes pour d'autres raisons, mais à chaque fois, ce qui monte du peuple, c'est quand le peuple n'a plus rien à perdre. Et là, là on y est. Là, on y est. Donc, ou on continue et on tombe, ou on relève la tête et on voit ce qu'on peut faire. Je vous remercie, monsieur. Je vous en prie. Ah d'accord. Tu les vois s'ils arrivent.